Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants survenant sur la Passat B7. Si vous ne tenez pas compte des caractéristiques des transmissions automatiques, la transmission est plus que fiable. Des difficultés mineures sont associées uniquement aux anthères des joints homocinétiques avant. Il arrive souvent qu'ils fuient à des kilomètres allant jusqu'à 50 000 en raison de colliers desserrés ou volés. Il est recommandé de vérifier cette unité, et si une pince non usine est installée, une inspection approfondie de l'état du joint homocinétique lui-même est nécessaire. Les véhicules à transmission intégrale dotés d'un embrayage Haldex pour entraîner les roues arrière fonctionnent parfaitement. L'embrayage de dernière génération lui-même fonctionne toujours de manière fiable. Il est recommandé de changer l'huile après 40 à 50 000 km, pas plus tôt. L'électricité ne tombe pas en panne, la pompe parcourt à 120 à 180 000 km même en l'absence d'entretien, avec des kilométrages supérieurs à 200, l'unité nécessite généralement une réparation. Encore une fois, il n'y a aucune difficulté avec la boîte de vitesse angulaire. Certes, tout cela est à condition que le moteur ne soit pas trop réglé. Avec un moteur de 350 chevaux sous le capot et des courses régulières sur les autoroutes, tous les éléments de transmission sont en danger. Vous pouvez effondrer l'arbre de transmission, la boîte de vitesse arrière et l'embrayage sur littéralement des dizaines de milliers de kilomètres. Il n'y a pas de difficulté particulière avec les transmissions manuelles, à condition que la puissance du moteur n'ait pas été augmentée. L'embrayage est plutôt faible, même pour les moteurs d'origine 1.8 TSI et 2.0 TSI, sans parler des moteurs diesel. La durée de vie de l'embrayage est en moyenne d'environ 50 000 à 60 000 km, même avec une manipulation prudente, et le coûteux volant bimasse ne dure pas beaucoup plus longtemps, en particulier sur les moteurs diesel. Et si le moteur est forcé, alors les vraies difficultés commencent. Avec un couple supérieur à 320 Nm, l'embrayage s'use littéralement en 10 à 20 000, puis le patinage commence. L'embrayage du VR6 ne rentre pas à cet endroit, mais heureusement, le réglage vient à la rescousse. Vous pouvez installer un volant Braille personnalisé et obtenir ce que vous voulez. Mais la transmission manuelle elle-même s'est avérée dans la pratique moins robuste que la DQ250 présélective à 6 vitesses et, plus encore, que la DQ500, donc dans ce cas, la mécanique n'est pas la mieux adaptée pour un réglage sérieux. Avec un couple de 450 à 470 Nm, les transmissions manuelles standards ne durent pas longtemps. Eh bien, il n'y a pas encore de problème purement de ressources, sauf que les joints des arbres de roues de transmission manuelle peuvent fuir à un kilométrage élevé. L'option la plus performante que l'on puisse trouver sur les machines de la génération B6 Aisin TF60SN n'était pas officiellement installée sur le B7. Si vous le voyez dans les annonces de vente, il est fort probable que la voiture ne soit pas exactement une B7, mais son parent américain, qui a une relation très lointaine avec la B7 européenne. Parfois, il y a des voitures avec un échange de transmission automatique. Heureusement, le constructeur a tout prévu pour cela. Littéralement, prenez-le et installez-le, par exemple avec la Passat CC ou la Skoda Octavia, où un tel équipement était l'un des plus communs. Ce n'est pas un mauvais boîtier, mais sur la Passat, avec le système de refroidissement de série, il surchauffe régulièrement et ne dure pas très longtemps. Déjà après 100 à 120 000 km, des contractions sont possibles en raison de la contamination du corps de soupape, de l'huile sale et de l'usure intensive des garnitures de verrouillage du moteur à turbine à gaz, et la surchauffe fragilise le câblage de la transmission automatique. En général, cette transmission automatique parcourra 200 à 300 000 km seulement avec un bon entretien, mais les chances sont élevées et sa réparation est relativement peu coûteuse. De série, les voitures équipées de moteurs jusqu'à 1,8 TSI inclus étaient équipées d'une transmission DSG, sèche, à 7 rapports portant le nom général DQ200. VW a réussi sa tentative de fabriquer une transmission automatique peu coûteuse, rapide et économique pour ces voitures. Mais tous les utilisateurs de voitures équipées de ces boîtiers jusqu'en 2013 à 2014 ont agi en tant que bêta-testeurs. Après 2014, un ensemble d'améliorations de la boîte a finalement couvert les principaux points faibles, et la fiabilité de son fonctionnement est devenue tout à fait acceptable pour les transmissions automatiques des dernières générations. Maintenant, la transmission a commencé à rouler de manière stable jusqu'à ce que l'usure normale de l'embrayage soit fixée à 120 000 – 160 000 km en ville, sans se soucier des pannes. Malheureusement, sur les voitures d'avant 2013, il y avait suffisamment de difficultés. La faible durée de vie d'un ensemble d'embrayage n'est que la pointe de l'iceberg.
L'entreprise a constamment amélioré le logiciel de transmission pour économiser les ressources tout en préservant la dynamique de la voiture, de sorte que les premières versions de la transmission automatique étaient nettement plus vigoureuses que les versions actuelles. Initialement, la durée de vie des embrayages ne dépassait souvent pas 30 000 km et la technologie permettant de les remplacer s'avérait très difficile. Après la première réparation, les problèmes se sont multipliés. Si la technologie était violée, la partie mécanique de la boîte en souffrait et l'embrayage lui-même n'a pas duré longtemps. Aujourd'hui, les services sont devenus plus experts dans l'exécution de cette procédure, et même les non officiels changent d'embrayage avec de bonnes chances de succès. Mais il y a d'autres problèmes. L'incident le plus évident et fatal pour la boîte de vitesse DQ200 s'est avéré être un différentiel très faible, non conçu pour un couple de 250 Nm du moteur et un rapport de démultiplication important des premiers étages de la transmission automatique. Lors de lancements intenses, l'axe du satellite était littéralement soudé à l'un d'eux ou sortait simplement du corps. Bien sûr, dans tous les cas, la caisse a été détruite, les roues se sont bloquées, et seul le fait que cela se produisait généralement à basse vitesse nous a épargné de graves conséquences. Les pannes mécaniques ne sont pas rares non plus. Avant 2013, cela arrivait souvent. Les voitures conduites dans les embouteillages de Moscou étaient particulièrement malchanceuses. L'usure des fourchettes de changement de vitesse, des fourchettes de débrayage et des sièges de bielle a entraîné un changement de vitesse brutal ou une panne complète de la boîte de vitesse. Les arbres et les roulements se brisaient également lors de ce type de dysfonctionnement, mais parfois les roulements de l'arbre tombaient en panne d'eux-mêmes. Une partie importante du DSG est l'unité mécatronique, qui contient l'électronique de commande et l'hydraulique. Dans le cas du DQ200, l'unité ne dispose pas de refroidissement externe, ce qui la rend dépendante de la température dans le compartiment moteur et de l'entraînement électrique de la pompe. Auparavant, les unités hydrauliques n'étaient pas réparées, seul un remplacement complet était pratiqué, mais pour le moment, ce problème a été résolu. Si vous décidez d'acheter une voiture avec DSG7 et que la boîte de vitesse tombe en panne, vous pouvez même la réparer vous-même. Tout ce dont vous avez besoin est un scanner de diagnostic approprié pour déplacer les tiges en position de service et un ensemble d'outils pour réparer l'embrayage. Vous pouvez le retirer presque dans la cour, même si tous les systèmes des nouveaux box sont très exigeants en termes de propreté, je ne peux donc pas recommander ce style de réparation. Ensuite, vous pouvez tout simplement remplacer la pompe d'entraînement du groupe hydraulique, l'accumulateur hydraulique, les joints du système, le filtre, dont tout dépend de l'état, et nettoyer ou remplacer le jeu de solénoïdes. Si la carte est endommagée, par exemple, une partie du câblage grillé ou le contact entre la carte électronique et la carte de câblage principale est perdu, peu de personnes effectuent de telles réparations, mais c'est également possible. Les boîtes du début de 2013 et 2014 ont un ordre de grandeur en moins de panne, notamment en termes de mécatronique et de mécanique, et des algorithmes optimisés protègent les embrayages. Les propriétaires qui ont acheté une voiture en 2013 sont particulièrement chanceux, leurs voitures sont couvertes par une garantie de 5 ans, tout comme les options de transmission précédentes, franchement peu fiables. Depuis 2014, la garantie a été réduite aux 2 années précédentes, mais cela est tout à fait justifié. La transmission automatique à 6 vitesses DQ250, qui était installée en standard avec les moteurs diesel 2.0 TSI, 3.6 FSI et 2.0 TDI, semble beaucoup plus intéressante. Son design est très différent de la box sèche. Son embrayage est réalisé sous forme de paquet d'embrayage humide, qui fonctionne dans un bain d'huile commun du moteur. Le boîtier est conçu pour un couple sensiblement plus élevé et échange activement à la place du DQ200 pendant le réglage. Le principal avantage de cette box est sa structure plus ancienne, ce qui signifie un meilleur équilibre dans la fiabilité de tous ses composants. Mais les problèmes sont essentiellement les mêmes. Les embrayages ne brûlent pas, mais leur usure affecte la contamination de l'huile de boîte de vitesse et l'usure de la mécatronique. Il y a un refroidissement externe, et l'installation d'une banale protection de carter n'entraînera plus la mort de la boîte. Mais le refroidissement est clairement insuffisant, la conception du thermostat et de l'échangeur de chaleur permet à la température de l'huile d'aller bien au-delà de 120 degrés, et à de telles températures l'usure de la mécanique augmente considérablement et l'électronique commence à tomber en panne. Heureusement, la plupart des problèmes peuvent être résolus en changeant fréquemment l'huile de la boîte de vitesse, c'est exactement le cas lorsque le plus souvent est le mieux. Une fois tous les 30 à 40 000 sera optimal. Le problème le plus courant de cette transmission automatique est l'usure des solénoïdes. En raison d'une forte contamination de l'huile pendant le fonctionnement,
l'abrasif ronge littéralement des morceaux de panneaux d'aluminium. Les déchets et les copeaux sont un problème courant avec ces boîtes. Il est recommandé de changer fréquemment le filtre. Il peut simplement se briser s'il est très sale. Il vaut également la peine d'installer un radiateur externe, par exemple, une Passat CC américaine s'adapte comme une native, et un filtre. Les joints, les anneaux en caoutchouc et les joints de boîte souffrent des éclats, ce qui entraîne régulièrement des fuites et des fuites de pression en raison d'un mauvais entretien. La partie mécanique souffre également de la contamination par l'huile. La saleté endommage les roulements et les engrenages, et à un certain niveau de contamination par des particules solides, les dommages augmentent comme une avalanche. Les deux robots DSG offrent des performances très élevées à la voiture, mais le nombre de réparations coûteuses dues à leur faute est très élevé, même avec un faible kilométrage. Et si le boîtier DQ250 nécessite principalement un entretien fréquent et de qualité, alors le DQ200 jusqu'en 2013 présente tout simplement trop de défauts de conception. Tous n'apparaissent pas immédiatement, de nombreuses voitures ne parviennent qu'à remplacer le logiciel des unités et un remplacement de l'embrayage avec des courses allant jusqu'à 200 000 km, mais les chances de dépenses importantes avec une telle transmission automatique sont très élevées. Surtout en cas d'embouteillage, et même en cas de températures élevées dans le compartiment moteur et de charge maximale. Une telle boîte passe un très mauvais moment lors du réglage des moteurs, car avec la limite standard de 250 Nm, il existe des logiciels pour cela et même des kits d'embrayage conçus pour un couple 1,5 fois supérieur. Dans ce cas, la mécanique brûle simplement. Les moteurs de la Passat B7 sont également les plus avancés. Il est équipé d'un seul moteur atmosphérique, il s'agit du VR6 3,6 litres, les autres sont équipés de turbines avec toutes les complications qui en découlent. Je vous décevrai immédiatement car tous les moteurs proposés sont mécaniquement défectueux. Mais les possibilités de réglage sont tout simplement incroyables. Si vous lisez mon article sur le réglage des moteurs turbo, alors l'exemple utilisé est un moteur de la série EA888, comme dans la Passat. Les moteurs 1.4 TSI sont nettement moins bien réglés, mais l'augmentation de puissance par rapport à la version d'usine peut aller jusqu'à 50%, ce qui est très significatif. Mais de sérieux problèmes de fiabilité subsistent même en fonctionnement normal. Même avec un si petit âge par rapport aux normes automobiles, des plaintes ont été formulées concernant la mauvaise étanchéité des systèmes d'admission, la contamination des radiateurs et les fuites des systèmes de refroidissement. Cela mérite d'être pris en compte lors de l'achat d'une Passat essence. L'huilage des tuyaux d'admission vous indiquera également si le moteur consomme de l'huile et où se produit la fuite, via la turbine ou via le système de ventilation. De manière générale, l'inspection du compartiment moteur, même sur une voiture neuve, doit être effectuée avec la plus grande minutie. De nombreux moteurs avec un kilométrage de 120 à 150 000 km ont déjà subi un remplacement du groupe de pistons ou même un remplacement du bloc, il peut donc y avoir des nuances associées à une installation non qualifiée, dommages au câblage, violation de la pose des tuyaux et le câblage. De plus, les propriétaires sont clairement gênés d'admettre le véritable kilométrage des voitures. Parfois, vous pouvez obtenir cette information lors du diagnostic avec un scanner, en utilisant les marques de divers blocs où les preneurs de kilométrage étaient trop paresseux pour entrer, mais l'état du moteur en dira aussi beaucoup à une personne attentive. Le moteur le plus populaire de la Passat B7 est le 1.8 TSI de la famille EA888. D'une puissance de 152 à 160 chevaux, il offre une très bonne dynamique, notamment en combinaison avec DSG, et un rendement élevé. Le moteur 2.0 TSI de 2 litres est de conception extrêmement similaire, sauf qu'il est équipé d'une boîte de vitesse complètement différente et qu'il est plus boosté en termes de couple. Mais les principales nuances de conception leur sont communes. Les moteurs 1.8 sont principalement de la série CDAA et les moteurs de 2 litres sont CCZB. Tout d'abord, vous devez faire attention à la tendance à avoir un appétit gras. Le constructeur a travaillé dur avec cela, mais à la suite de tous les remplacements du groupe de pistons, ce n'est qu'après 2013 que l'option peut être considérée comme acceptable. Il n'est pas sujet à la coquefaction à la moindre occasion et à une durée de vie acceptable. Plusieurs options différentes avec différentes épaisseurs d'axes de pistons et de bielles sur les machines d'avant 2013 ont une compatibilité limitée entre elles, mais ont toutes la désagréable propriété de commencer à consommer de l'huile à la moindre surchauffe ou à de rares vidanges. Cela est dû à la conception étrange des segments de piston, à un drainage insuffisant de l'huile du segment racleur d'huile et à sa faiblesse. Un facteur supplémentaire contribuant aux pertes est la contamination du système de ventilation du carter,
les fuites des joints et des joints, une tendance à la coquéfaction des soupapes d'admission, l'usure accrue des guides de soupapes d'admission et la faible durée de vie de leurs joints. Un autre problème auquel tout propriétaire devra faire face est la durée de vie courte et imprévisible de la chaîne de distribution et de la pompe à huile. En moyenne, il ne dépasse pas 120 000, bien qu'il en existe des uniques avec des kilométrages supérieurs à 250 sur une chaîne. De plus, des coupures dans le circuit des pompes se produisent également, notamment lors des démarrages hivernaux. La pompe elle-même tombe rarement en panne, mais dans tous les cas, le résultat est fatal pour le moteur. Avec tout cela, les moteurs de cette série ont une grande marge de sécurité pour le groupe piston, un bon vilebrequin, un bloc durable et une marge de suralimentation d'1,5 fois à 2 fois sans intervention dans le groupe piston, uniquement avec le remplacement des turbines et du système électrique. De plus, un boost modéré n'affecte pas beaucoup la durée de vie en fonctionnement normal, du moins parce que le réglage du micro-logiciel réduit principalement la température de fonctionnement, ce qui a un effet positif sur l'état du moteur. Il nécessite également l'utilisation d'une huile de meilleure qualité et visqueuse et un remplacement plus fréquent que celui prescrit par les règles d'entretien. Un nombre très important de voitures en Russie sont équipées d'un chip tuning, n'ayez pas trop peur lors de l'achat, mais dans ce cas, cela vaut la peine d'examiner de plus près l'état de la transmission automatique. Le frère cadet des gros moteurs 1,4 litres est nettement plus fragile. Son groupe de pistons tolère mal la suralimentation, le système de suralimentation a un point faible sous la forme d'un refroidisseur intermédiaire liquide et l'entraînement par chaîne de distribution a une ressource très courte et est sujet au saut de chaîne. La famille comprend 4 séries de moteurs. Le plus simple 1.422L, avec. Ce sont des moteurs CAXA, ce sont les plus courants. Une option moins courante est un moteur double suralimenté de 160 chevaux. PP, série CTHD-CKMA. Il est très rare de trouver des variantes de ce moteur optimisé pour fonctionner au gaz comprimé, la série CDGA de 150 chevaux. Avec. Curieusement, la meilleure option est un moteur à essence. Il possède un groupe de pistons renforcés qui n'est presque pas sujet à la coquéfaction, un matériau de culasse plus durable et une température de fonctionnement normalement plus basse. Les moteurs à double suralimentation ont un système d'admission très complexe, avec un compresseur et une turbine, et donc des coûts de maintenance élevés après l'expiration de la garantie. En Europe, ils étaient recherchés pour leur combinaison de puissance élevée et d'efficacité étonnante. Une grande berline avec un tel moteur sur autoroute a une consommation inférieure à 5 litres au 100, et à basse vitesse, même inférieure à 4, alors qu'en cycle urbain la consommation peut être inférieure à 9 litres, ce qui est une sérieuse réussite pour une voiture de ce poids avec un moteur à essence. Les problèmes avec la chaîne de distribution sont typiques principalement des voitures produites avant 2012, mais des surprises sont possibles même après. Dans tous les cas, la ressource ne dépassera pas 120 à 150 000, et si du bruit apparaît, il est recommandé de la changer immédiatement, sans attendre un saut. Si le moteur est plus ancien, vérifiez si le capot avant du moteur a été remplacé sur la nouvelle conception, les saillies qui empêchent la chaîne de sauter sont d'une configuration plus agressive. Vous devez également surveiller la propreté de l'échangeur thermique aux huiles, son bloc est inséré dans le collecteur d'admission et est contaminé par les gaz de Carter, l'état de fonctionnement de sa pompe de refroidissement et la propreté de la section radiateur du refroidisseur intermédiaire. Et même si les systèmes sont en parfait état de fonctionnement, il est recommandé de surveiller attentivement la température de fonctionnement du moteur et la qualité de l'essence. Le « recuit » après un bouchon peut entraîner un grillage du piston, tout comme les courses estivales sur autoroute à des vitesses proches de la vitesse maximale. Les mêmes conséquences sont causées par le ravitaillement en essence à indice d'octane de 92, l'ignorance des erreurs dans l'équipement de carburant ou la défaillance du servomoteur permettant de régler la turbine en position fermée. Un peu plus de problèmes peuvent être causés par la tendance existante du groupe de pistons à se coquéfier à des intervalles de vidange d'huile standard de 15 000 km. Cela se produit moins fréquemment que sur les moteurs 1.8, 2.0, mais ce n'est pas aussi indolore. Version moteur 122 chevaux. Avec. C'est trop faible pour cette voiture, et avec le firmware, c'est 150 à 160 chaînes. Avec. La turbine souffre déjà, elle peut supporter un maximum de 40 à 50 000 km. En général, cette option est nettement moins fiable que les moteurs plus gros, et il est peu probable que la réduction de la consommation de carburant et des coûts de maintenance compense cet inconvénient. Le moteur 3.6 BWS haut de gamme est franchement rare. Un design très intéressant a une bonne durée de vie dans l'ensemble,
mais il présente également de nombreux défauts. Au minimum, une chaîne de distribution à ressources insuffisantes, dont le remplacement nécessite la dépose du moteur. Elle est située côté volant moteur et le remplacement de la chaîne inférieure est pratiquement impossible sur la machine. Une coquefaction des soupapes et une tendance à la coquefaction du groupe piston ont également été constatées. La disposition dense, l'admission complexe et la conception extrêmement complexe de la culasse ne contribuent pas non plus à réduire les coûts d'exploitation. Malgré l'absence de suralimentation, il n'est guère plus simple que le 1.8 TSI. Les moteurs diesel sont principalement représentés par deux types de moteurs 2.0 TDI de 140 chevaux. Avec la série CFFB avec injecteur pompe et d'une conception relativement ancienne, le deuxième moteur CBAB est déjà à injection common rail. L'option avec injecteur pompe est considérée sans ambiguïté comme ingénieuse et fiable, et les inconvénients associés à une usure élevée des arbres à cames et à une chute de pression d'huile dans la culasse sont connus et peuvent être résolus. Mais les nouveaux moteurs à injection électronique, de même puissance, sont beaucoup plus réactifs, ont une consommation moindre et moins de pièces coûteuses. Bien sûr, en raison des rares plaintes à leur sujet, on a l'impression qu'il s'agit des moteurs les plus fiables de la nouvelle Passat. Il se peut bien que ce soit le cas, mais faire fonctionner un moteur diesel en Russie est toujours une loterie. Cela dépend trop de la qualité du carburant, et des composants tels que l'EGR et les filtres à particules, lorsqu'ils fonctionnent dans les embouteillages, augmentent le nombre de pannes et réduisent la durée de vie. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes de la Passat B7. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.